de calculer ce champ magnétique, le champ magnétique créé par cette spire-là, mais en un point P situé à une distance Z ici, d'accord? Ou encore repéré par un angle ici, phi. Voilà. Je veux savoir que vaut le champ créé par toute la spire en ce point-là. Alors pour commencer, évidemment, on va commencer par un élément DL. Je vais prendre un élément DL ici. Je sais qu'il est tangent à la spire, donc il est dans le plan horizontal. Voilà mon DL, voilà R, ok? Et je sais que DB, cette fois-ci, on va carrément utiliser la formule de Biot-Savart, c'est-à-dire que DB égale mu0i sur 4pi dl vectoriel R sur R3. Ok, bon. Alors, en regardant un peu cette expression et en examinant la chose ici, j'ai un dl qui est dans le plan horizontal avec R. En fait, je peux représenter peut-être la chose de cette manière. En fait, le dl et le R, dans ce cas de figure, sont perpendiculaires l'un à l'autre. Ce qui nous donne ici dl croix R sont perpendiculaires l'un à l'autre. Donc le résultat, ça sera un vecteur qui est perpendiculaire au plan DLR. Ben, en fait, c'est ça. Voilà. Voilà le DB créé par un DL pris ici. Alors l'idée, c'est de prendre un DL diamétralement opposé et de voir que le DB correspondant se représente de cette manière. Alors, Shabab, DL me crée ce DB. DL' me crée ce DB'. Mais si on regarde bien cette structure, on verra que toutes les composantes, la seule contribution de DB, ben, ça va être la contribution selon l'axe Z. On n'a qu'à appeler cet axe-là l'axe X, par exemple. Je me retrouve dans le plan XZ avec la configuration suivante. Voilà mon X, voilà mon Z. Il y a à chaque fois qu'il y a un DB ici, il lui correspondra un autre DB. DB, DB'. Et on peut imaginer une infinité de DB. Ce qui est essentiel de voir ici, c'est que leurs composantes suivant X vont être opposées 2 à 2. En fait, si je fais le tour de toute la spire, je me retrouve avec une configuration qui ressemblerait à ça, où toutes les composantes horizontales, je vais la représenter ici, voilà le plan de la spire, les composantes de DB, voilà ces deux-là, ok? Mais toutes les autres vont être opposées 2 à 2. Toutes les composantes horizontales, c'est-à-dire situées dans le plan de la spire, toutes les composantes situées dans le plan de la spire vont s'annuler, s'annulent 2 à 2.
il reste quoi? Ah ben, il va rester les contributions. La seule contribution de dB, ça va être les dBz. Alors, dBz va être ce qui reste de toutes les contributions. Il va rester le dBz ici, dBz. Donc, la contribution au champ total c'est tout simplement dBz égale à dB cosinus de cet angle-là. Or, cet angle, c'est pi sur 2 moins phi. Donc, cosinus de pi sur 2 moins phi. Ou encore, dBz égale dB sinus phi. C'est parfait. OK. Donc, la contribution au champ total créé par la spire, ça va être les dBz est égal à dB sinus l'angle avec lequel ou grâce auquel je repère le point P à partir de la spire. On a bien mentionné au départ ici que le DL étant perpendiculaire à R, cela me donne ici mu0i sur 4pi dl sur R au carré, si tout le monde est d'accord. Et donc, BZ, c'est égal, tous les dB sont portés par EZ. Donc, je peux faire l'intégration, ça va être mu0i sur 4pi, l'intégrale, ah ben j'ai oublié le sinus phi, sur R au carré, sinus phi, l'intégrale de dl. On est bien d'accord, hein? La seule variable d'intégration ici, c'est dl, hein? Puisque phi et r sont liés entre elles, bien sûr, mais ils sont fixés une fois on a fixé le point P. Il ne change que si je change la position du point P. Donc j'ai bien ça, et ça c'est un périmètre de rayon grand R, hein, de rayon grand R, donc c'est égal à mu0i sur 4pi grand petit r carré fois sinus phi fois 2pi grand R. Alors je vais reprendre ce résultat ici en haut. En fait, je me retrouve avec un BZ qui est égal à mu0i sur, alors 2pi sur 4pi reste un 2 en dessous, sur 2 R au carré, c'est ce que j'ai ici, fois grand R fois sinus phi. Sinus phi. Ah oui, mais sinus phi, ou plus exactement, je vais exprimer petit r. Je sais que petit r sur grand R, petit r sur grand R, mon Dieu, grand R sur petit r, grand R sur petit r, c'est le sinus de phi. Donc, sinus, donc 1 sur R égale sinus phi sur grand R. On est bien d'accord, j'ai 1 sur R au carré, donc ça me donne ceci. Je remplace ici
et j'obtiens mu0i r sur 2r au carré sinus 3 phi. Voilà le résultat. Après avoir éliminé ça, j'obtiens finalement un BZ égale, ou un B qui sera porté par EZ égale un mu0i sur 2R sinus 3 phi EZ. Voilà le champ, l'expression du champ créé par la spire en un point P repéré par l'angle phi. Mais on peut très bien, dans la littérature, on trouve d'autres formules que celle-là. Ah ben, ce sont des formules où on a tout simplement remplacé sinus phi par grand R sur petit r. Alors, sinus phi égale grand R sur petit r. On ne peut pas garder le petit r, donc c'est égal à grand R sur racine carrée de z carré plus grand R carré. Voilà, de façon à ce que cette expression devienne mu0i sur 2r, alors r au carré sur z carré plus r au carré, le tout à la puissance 3,5. Voilà. EZ. Ce sont les expressions qu'on trouve en littérature. Ça revient exactement au même. Hein. Je peux ou parler du point P repéré par un angle phi à partir de la spire, ou alors tout simplement un point P repéré par sa côte Z. Ce qu'on peut remarquer également, c'est que en faisant Z égale à 0 ici, vous voyez bien que je vais trouver R carré sur R3, c'est-à-dire quelque chose sur R, mu0i sur 2R. C'est la valeur qu'on avait trouvée au centre de la spire tout à l'heure. On peut le faire également de cette manière, en regardant ici, le point P tendra vers C si phi tend vers pi sur 2. P tend vers C, phi tendra vers pi sur 2. S'il tend vers pi sur 2, je retrouve l'expression qui a été établie au centre de la spire. Alors, l'étude de la spire n'est pas intéressante en tant que telle. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à partir de cette formule-là, on va pouvoir établir l'expression du champ créé par un solénoïde, en particulier les solénoïdes infiniment longs qu'on va voir dans la quatrième partie de ces exercices-là. Alors la quatrième et la dernière partie de cette série d'exercices porte sur le solénoïde. Alors, je rappelle qu'un solénoïde est un ensemble de spires collées les unes aux autres et parcourues par le même courant dans le même sens. On peut parler d'un solénoïde contenant grand N spire et de longueur par exemple et de longueur L. Ce qui m'intéresse, c'est de calculer le champ en un point P situé sur l'axe de ce solénoïde, l'axe Z. Là encore, on va utiliser bien évidemment les coordonnées cylindriques. Les notations qu'on trouve dans la littérature pour les solénoïdes, c'est où carrément on vous donne le sens du courant de cette manière, ou encore il y a une autre notation qui est équivalente à celle-là. On vous dit voilà, le courant il sort là, il rentre là, il sort et rentre. C'est juste pour vous donner le sens
du courant, c'est ce sens-là qu'on va prendre nous, parce que n'oublions pas, c'est ce sens de courant qui me donnera le sens et la direction du champ P par la règle du bouchon, et ça grâce à la relation de Biot-Savart, courant circulaire, champ magnétique axial. Alors, je vais considérer donc un solénoïde, un inspire et de longueur L. On définit le nombre de spires par unité de longueur, par petit n égale grand N sur petit l. Ça d'une part. Je vais repérer à partir de P la première spire qui est en fait sud. Non, on va les appeler SN comme sud et nord. En fait, la face sud et la face nord, on peut la définir pour n'importe quelle spire, et donc pour un ensemble de spires. La face sud, ça serait la face par laquelle rentrent les lignes de champ magnétique, la face nord, la face par laquelle ils sortent les lignes de champ magnétique. Alors voilà, je vais repérer donc les spires extrêmes de ce solénoïde par M et N, par S et N, voilà, que je vais appeler, bon écoutez, je vais appeler le premier angle θ1, le second θ2, ok, voilà. Je vais m'intéresser à une tranche de spire d'épaisseur dz située, que je vais repérer par un angle que je vais mettre ici peut-être avec une autre couleur, par un angle θ. Voilà. Voilà l'angle θ. Examinons dans un premier temps le champ créé par une tranche de spire d'épaisseur dz. Alors, une tranche d'épaisseur dz, il contient combien de spires? Eh bien, il contient n dz spires, si tout le monde est d'accord. Le nombre de spires, c'est toujours ce petit n fois la longueur. Ici, c'est dl. On est bien d'accord. Une tranche d'épaisseur dz contient n dz spires et crée en P un champ élémentaire que je vais appeler dB, équivaut tout simplement mu0i sur 2r sinus 3θ. Là, j'ai écrit le champ créé par une seule spire située ici. Ben, j'en ai pas une seule, hein. J'en ai n dz. Alors, je vais multiplier par n dz. On sait que ces champs vont être portés par l'axe, donc je vais me concentrer sur la valeur de son module. Alors, je peux dire d'abord que le sinus de θ, c'est grand R sur Z. Sinus θ, ou c'est pas ça, ah non, non, c'est pas le sinus, hein. C'est la tangente de θ. Tangente de θ, c'est grand R sur Z. Tangente θ, c'est grand R sur Z, c'est-à-dire tout simplement que Z égale à R sur tangente θ. Ou encore, en les différenciant, égale à moins R
sur sinus carré θ dθ. Voilà. Ici, j'ai dérivé 1 sur tangente, c'est-à-dire la cotangente. Sa dérivée, c'est moins 1 sur sinus carré θ. Alors, je vais remplacer dans cette expression de dB pour obtenir finalement mu0i sur 2r. Alors, sinus 3θ fois n fois dz que je vais remplacer par moins r sur sinus carré θ dθ, et on obtient ici, alors toute simplification faite, ça nous donne mu0i sur 2 grand R petit n grand R encore, il y a un moins et un sinus θ dθ. Le R, il s'en va. Je vais reprendre ici. Le R, il s'en va. Et on obtient finalement dB égale moins mu0i sur 2 fois n fois sinus θ dθ. Ça, c'est très bien, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, sachant que tous les dB vont être axiaux, je vais pouvoir intégrer facilement cette expression pour obtenir B, donc vaut, c'est l'intégrale des dB, c'est moins mu0i sur 2 fois petit n. Alors l'intégrale de sinus, c'est moins cosinus. Avec le moins, c'est bien un cosinus θ2 moins cosinus θ1, sachant qu'elle est portée par l'axe du solénoïde. Voilà le résultat du champ créé en un point P par un solénoïde contenant n spires par unité de longueur. Évidemment, hein, c'est peut-être pas la peine d'en parler ici. J'ai négligé complètement, parce que c'est pas du tout du niveau de secours, ce qu'on appelle les effets de bord, mais ça on le verra plus tard. Hein. Voilà donc l'expression du champ créé par un solénoïde ayant petit n spire par unité de longueur. Évidemment, l'idée qui vient juste après ça, quelle est l'expression de ce P quand on fait tendre la longueur de ce solénoïde à l'infini? Alors, solénoïde infiniment long. En fait, il n'y a rien d'infiniment long dans cette histoire. En fait, on parle de solénoïde dont la longueur est un infiniment grand par rapport au rayon de courbure. Dans ce cas-là, j'aurai θ2 qui va tendre vers... Imaginez que je vais allonger ce solénoïde à l'infini des deux côtés. Le θ1 va être égal à 0. θ1 va tendre vers 0 et θ2 va tendre vers pi. Récapitulons. Et oui, mais ici, c'était θ1 moins θ2. Excusez cette erreur qui s'est glissée. C'est bon là. Alors, θ1 va tendre vers 0, θ2 vers pi. C'est θ2 vers pi. Et donc, cette expression va nous donner B égale, si je fais ces limites-là, ce terme-là tendra vers 2 sur 2, ça nous donne mu0 ni ez. Voilà le champ créé par un solénoïde infiniment long. Évidemment,
la différence entre ces deux expressions, on va le voir dans la série prochaine des exercices portant sur le calcul des flux. On verra que c'est quand on voudra calculer des flux, il vaut mieux faire appel à des champs de ce type-là plutôt que des champs de ce type-là. Pourquoi? Parce que qui dit flux dit double intégrale sur B, s'il est uniforme, ça arrange tout le monde, on va le sortir. Alors que double intégrale sur une telle expression, ça doit être quand même plus difficile, beaucoup plus compliqué à calculer. Merci infiniment, merci.